What I like about the African spirit is it never gives up. Est-ce que vous avez remarqué les puissances économiques et industrielles actuelles, ces États disposant de capacités technologiques et humaines suffisantes pour entreprendre et investir dans des projets comme un programme spatial, ces États sont tous des fédérations, des unions de grandes entités territoriales. Qu'il s'agisse des United States of America, les anciennes colonies britanniques en Amérique du Nord, qu'il s'agisse de la défunte Union soviétique, aujourd'hui succédée par la Fédération de Russie, qu'il s'agisse de la République populaire de Chine, État certes unitaire, mais dans les faits, avec des administrations locales provinciales et des régions autonomes, toutes redevables au parti unique, et même qu'il s'agisse des pays européens rassemblés au sein d'une entité spatiale commune, l'Agence spatiale européenne, depuis 1975. Tous des fédérations, des unions. Dans la vidéo précédente, j'annonçais: mes chers amis, cette bande dessinée vous montrera également que de tels exploits, ce n'est pas uniquement réservé aux Européens, Américains, Japonais ou Chinois. C'est aussi possible par des Africains, à condition que le bon cadre politique et social soit posé. Et comment cela est possible? Je vous fais découvrir Ile Umoja, la nation de nos deux héroïnes, dans une prochaine vidéo. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Une pensée, une philosophie d'Afrique australe qui nous amène à cette devise. Ensemble, nous sommes meilleurs. La devise de la confédération de Ile Umoja. Ile Umoja. Lorsqu'il s'est agi de créer cet environnement, cet univers narratif dans lequel vont évoluer les personnages de cette bande dessinée, il m'a fallu créer les États-Unis d'Afrique. Mais pas comme vous pourriez certainement l'envisager. Afin de placer le récit des aventures de nos deux héroïnes, Fatoumata et Penda, dans notre présent et dans un passé relativement proche, pour que ce soit le cadre temporel de leur enfance et adolescence, j'ai pensé à concevoir l'Uchronie permettant à cet état fictionnel de voir le jour. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo présentant le projet de la bande dessinée, voir en description. À la fin des années 1980, début des années 1990, la plupart des pays africains connaissent une crise économique combinée à ou endurent une situation sociopolitique tendue. C'était le cas pour le Bénin, mon pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Congo, le Zaïre, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Algérie, Madagascar, pratiquement partout. Les raisons à cela pouvaient aussi bien être internes au pays comme externes. Et dans la majorité des cas, les effets des prix fluctuants des matières premières, comme le café, cacao, bien sûr, la chute du prix du pétrole en 1985-1986 et les programmes d'ajustement structurel imposés par la FMI et la Banque mondiale à cette époque. Tout cela menait à la crise de la dette des pays africains à cette époque. Après, il y avait aussi cette affaire de guerre froide et le parti unique dans la plupart des pays. Le début des années 1990, un peu comme 1960 d'ailleurs, a été un moment charnière pour beaucoup de pays africains. Notamment, cela a été le moment où des régimes politiques se sont renouvelés. Les systèmes de parti unique
ont été abandonnés pour du multipartisme. Mais bon ça, le changement des régimes autoritaires, j'exclus bien sûr l'ignoble apartheid en Afrique du Sud. Pour des régimes dits pluralistes, c'était pour beaucoup les recommandations des institutions financières internationales et des ex-puissances coloniales pour favoriser plus de libéralisme économique, pour plus de pénétration des biens de consommation et des entreprises étrangères. Ainsi, il n'y aurait pas ou plus de gouvernement fort pour s'y opposer. Oui, car le véritable souci, c'était certes souvent une malgouvernance à la tête de certains pays, mais plus encore, il y avait la faible industrialisation de pratiquement tous les pays africains et la très forte dépendance envers les revenus venant de l'exportation des matières premières. Et cela, indépendamment du type de régime de gouvernement, c'est un problème qui a persisté dans les années qui ont suivi. 30 ans après les indépendances, pour la majorité des pays africains, aucun n'avait vraiment une économie performante, voire très performante. La Côte d'Ivoire ayant vu son miracle des années 1960-1970 s'estomper depuis. L'Afrique du Sud était sous sanctions économiques. Alors que, en Asie de l'Est, les pays comme la Malaisie, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et j'en passe, connaissaient une situation économique quasiment inverse. Et ce n'était pas forcément des démocraties pour la plupart. Dans Destination Wangari, quelques années avant la naissance de nos deux héroïnes, en 1989-1990, des intellectuels africains, que sont des scientifiques, des écrivains, cinéastes et journalistes, se rencontrent et constituent un groupe de travail pour apporter une solution africaine à la situation de l'époque. Et, à l'unanimité, concluent que seule une fédération de nos États est le moyen le plus efficace pour faire face aux défis économiques, financiers et industriels de la plupart des pays. En réalité, nos pays ont été pensés comme des colonies, des entités destinées à servir les intérêts économiques de pays européens. Et l'indépendance des années 1960 n'a pas résolu les problèmes hérités de la colonisation en profondeur. Le pire a été d'avoir gardé les frontières coloniales sans penser à ce qu'elles signifiaient pour les peuples africains en demeurant telles. Contrairement aux États asiatiques, où le royaume de Siam, aujourd'hui Thaïlande, n'a pas considérablement changé, pareil pour le royaume de Cambodge, le sous-continent indien, les archipels indonésiens et de Philippines, et j'en passe, les frontières des États africains, à l'exception de l'Éthiopie et de Madagascar, sont les seules frontières au monde pensées intégralement par des puissances étrangères, sans accord, et sans même avoir conquis les États qui existaient déjà dans ces parties du monde convoitées. La conférence de Berlin de novembre 1984 à février 1985. Ce n'est pas à cette conférence que les puissances impérialistes européennes ont tracé les frontières que nous avons. Non. C'est à cette conférence qu'elles se sont entendues pour savoir comment chaque puissance européenne ira conquérir les terres sans entrer en guerre avec une autre puissance européenne, elle-même occupée à gérer sa conquête. Les clauses étaient entre autres que une puissance colonisatrice arrête sa conquête là où une autre puissance est déjà établie et elles s'entendent à tracer leurs zones frontalières d'occupation en fonction des obstacles naturels, notamment un fleuve ou des montagnes, et des lignes de cartographie conventionnelles européennes que sont les méridiens et les parallèles. Regardez, si je prends l'exemple de mon pays, le Bénin. Au nord, le fleuve Niger et au sud, l'océan Atlantique. Les lignes droites correspondent aux lignes de cartographie entre les degrés de méridien et les lignes plus sinueuses correspondent aux cours des fleuves notables. La Pendjari au nord-ouest, le Mono au sud-ouest, l'Okpara à l'est-centre. Voilà comment les Français se sont entendus avec les Allemands à l'ouest et les Britanniques à l'est pour déterminer
les frontières de leur colonie dans les années 1890. Ces frontières ont été tracées en ignorant totalement le royaume du Dahomey au sud et au centre, le royaume de Rogbonu et d'Oyo à l'est, le pays Mari au centre, le pays Borgo au nord-est, les entités Hausa dans la zone, les territoires Songhai traversés par le fleuve Niger, la Donga au nord-ouest et l'empire Mossi à l'extrême nord-ouest. Tous ces états et cultures très bien établis à l'époque qu'on allait saccager et rendre à néant par la suite pour des frontières servant à créer un territoire tourné à rendre service à la France et jamais pensé à devenir un pays souverain et possiblement viable par la suite. D'autres pays africains ont des tracés coloniaux encore plus effroyables encore. La Gambie, la Libye, l'Algérie ou encore le Togo, 2 fois partagés dans son histoire. Voilà ce que nous avons gardé comme frontière de 1960 à aujourd'hui et pour bien longtemps encore. Le deuxième aspect, c'est d'avoir calqué nos systèmes éducatifs et institutionnels sur des modèles qui ne correspondent en rien à l'histoire des États africains d'avant les colonisations. Après 1960, nos pays étaient des rémanents de colonies, des rémanents qui ont été intégrés tels quels dans les différentes organisations et institutions mondiales. Grosse erreur. En tant qu'Africains, nous aurions dû repenser notre avenir en commun avant d'intégrer l'ONU, les institutions financières internationales et autres. Mais cela n'a pas été fait. La vérité, c'est qu'à quelques exceptions près, un pays africain seul pouvait difficilement se lancer dans des grands projets industriels. Pire, pour un pays anciennement colonie française. Et sans exception, aucun pays africain ne pouvait se hisser dans le top 10 des économies mondiales et c'est toujours le cas dans les années 2020. C'est pour contrer cela qu'en 1990, donc, notre think tank d'intellectuels africains établissent un projet qu'ils soumettent à certains dirigeants africains de l'époque. Ceux-ci saisissent l'opportunité et ont la sagesse et le courage d'accepter mener un tel projet. Un projet à l'issue duquel ils savent pertinemment qu'ils vont perdre le pouvoir puisque le pays va cesser d'exister. Je vous explique après. Mais ils savent qu'au-delà, c'est un avenir meilleur qu'ils contribuent à construire pour des générations à venir. Le projet va prendre quelques années à se mettre en place avec des conférences, des sommets, des rencontres pour que les pays africains désireux de se fondre dans une fédération rédigent ensemble les textes qui vont permettre de créer un nouveau pays avec ces institutions. Entre-temps, dans le récit de notre bande dessinée, nos 2 héroïnes, Fatoumata et Penda, vont naître chacune dans nos régions respectives. Au moment où le nouveau pays est proclamé, ce sont de toutes petites filles qui vont changer de nationalité et toutes 2 devenir citoyennes d'un même pays. Il est Umoja. Ile, c'est du Yoruba, langue parlée surtout au Nigeria et au Bénin. Ile signifiant pays, territoire. Umoja, c'est du Swahili, langue très véhiculaire en Afrique orientale, de l'est de la RDC jusqu'en Tanzanie. Umoja signifie union, unité. Et donc, Ile Umoja veut dire pays unifié en Yoruba et en Swahili, langue parlée par beaucoup d'Africains en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Ile Umoja pour ne pas dire États-Unis ou United States ou Estados Unidos. Car dans la Confédération, les systèmes éducatifs et culturels ayant été complètement remaniés, les langues officielles du pays sont uniquement des langues endogènes d'Afrique. C'est le drapeau du pays que vous voyez ici. Dans un fond bleu, comme le ciel, un soleil levant derrière une pyramide verte, irradiant vers un cadre rectangulaire, rouge et noir, figurant 12 cauris. Les 12 cauris symbolisent les 12 états de
Ile, Umoja. Les 4 rayons du soleil symbolisent les 4 fédérations de la Confédération. La pyramide symbolise l'État commun, comme une case africaine typique, notre Confédération. Les couleurs rouge et noire symbolisent respectivement les humains, le sang et la peau foncée d'une grande majorité de ces humains, peau foncée due à l'influence du soleil. La mélanine étant une protéine pigmentaire protectrice assez produite chez les humains vivant depuis des millénaires dans des régions proches de l'équateur terrestre. Comme Ousmane Sembène le disait aussi bien. Pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Pourquoi 12 États et 4 fédérations? Je l'ai déjà dit, lors du processus de création de la Confédération, des dirigeants africains acceptent mutualiser les institutions de leurs pays respectifs. Le processus d'intégration étant alors politique, les frontières héritées de la colonisation sont abandonnées. À la place, sur des considérations géographiques et culturelles, des pays décident de former une seule et même grande subdivision territoriale locale, un État. Ces administrations locales se regroupent ensuite dans une plus grande subdivision, la fédération, toujours sur des bases géographiques et culturelles. Ce sont les fédérations qui forment la confédération. Et bien que j'ai retenu l'appellation confédération, cette confédération est en réalité une fédération, la fédération suprême. Et vous pourriez me demander, qui dirige une telle confédération? Est-ce un président, ou plutôt un roi, un premier ministre? Sans entrer dans les détails sur les institutions politiques que j'ai imaginées pour ce pays, sachez que la Confédération est une république de conseil. C'est le régime officiel du pays. Je n'en dis pas plus. Les lois régissant la Confédération sont votées au sein des parlements de fédération. Toute la vie politique principale du pays se déroule au sein du parlement de chaque fédération, parlement dont les membres sont élus au niveau des États au suffrage universel. Les États n'ont pas de président. Les États, au sein d'une même fédération, sont régis par les lois de cette fédération et ont à leur tête un gouverneur. Je n'en dis pas plus. Les fédérations partagent des lois confédérales communes, votées au sein de ce que j'ai appelé le Grand Conseil, le Parlement suprême. Et ce Parlement est présidé par un bureau dénommé le Petit Conseil. Les 4 membres du Petit Conseil forment l'exécutif au sein du Grand Conseil et donc l'exécutif de la Confédération. Ce n'est donc pas une personne qui est le chef de la Confédération, mais plutôt une institution qui est la tête du pays. C'est le porte-parole de cette institution qui est en quelque sorte la première personnalité du pays et son mandat est limité dans le temps. Vous aurez beaucoup plus de détails à l'apparition des chapitres de la bande dessinée. Ainsi donc, les 4 subdivisions administratives autonomes des fédérations correspondent à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Le chiffre 12 pour le nombre des États, la subdivision administrative semi-autonome de base, c'est un choix arbitraire. Ça fait pour le drapeau 3 coris pour chaque côté du cadre, ce qui est plutôt pratique. Mais aussi, un État né de la fusion, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, on a une entité politique qui réunit des siècles après des populations qui, pour dire bienvenue, disent à peu près la même chose. Akwaba ou Kwabo. Pareil, pour un État d'Afrique orientale, qui serait la réunion de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, on a la zone Swahiliphone. Ou encore la RDC, le Congo, le Gabon et l'Angola, nous avons l'ancien royaume Congo. Et en regardant bien, on aurait plus ou moins, pour chacune des 4 régions du continent, 3 entités politiques de base qui sont, dans le fond, le reflet de l'histoire et des dynamiques sociales et politiques ayant toujours lieu
en Afrique avant l'influence des traites négrières et par la suite l'ingérence coloniale. De plus, chacune des 4 fédérations ne correspond pas seulement à un regroupement géographique. L'analyse poussée de l'histoire médiévale de l'Afrique nous montre les 4 grands dynamismes économiques de l'Afrique. D'une part, la côte Swahili, commerçant avec la péninsule arabique, la Perse, l'océan Indien et l'Empire chinois, en communiquant au niveau intérieur avec le Monet Mutapa au sud, pour les ressources en or notamment, ressources exportées par la suite pour la côte, pour le commerce avec l'extérieur. 2 grandes régions, 2 fédérations potentielles avec leur dynamisme économique. Ça, c'est 2. D'autre part, les royaumes proches de la côte du golfe de Guinée qui, jusqu'au 15e, 16e siècle, de l'actuelle Guinée-Conakry jusqu'au Cameroun actuel, avaient leur propre dynamisme économique et technologique et qui, à certains moments de l'histoire, commerçaient avec les grands empires du Sahel et du Sahara, empire Ouagadougou, Mali, Songhai, etc. Lesquels empires, à leur tour, commerçaient à travers le Sahara avec les civilisations arabes méditerranéennes, puis l'empire ottoman. Golfe de Guinée et Sahel-Sahara, 2 fédérations potentielles avec leur dynamisme économique. Voilà un peu l'Afrique qui existait et qui continuait à évoluer et à s'auto-transformer, bien sûr en lien avec d'autres civilisations étrangères au continent. Mais tout fut bouleversé, surtout à partir du XVIIe siècle, avec les comptoirs négriers et plus tard la colonisation européenne du XIXe siècle au début du XXe siècle, qui va réduire ces dynamiques à néant. Au point où, cette analyse que je vous ai décrite, je parie que vous ne l'aviez jamais pensé ainsi auparavant. Malgré cela, dans cette bande dessinée, Destination Wangari, les leaders africains, conseillés et éclairés par des experts africains, ont pu réaliser la renaissance de cette dynamique précoloniale et parachever ce qui a été laissé en chantier au moment des prises d'indépendance. Si cela vous paraît trop optimiste, voire irréaliste ou irréalisable dans notre Afrique contemporaine, veuillez donc méditer sur cette allocution tenue par un diplomate italien, Mario Giro, qui s'exprimait par rapport à la Confédération des États du Sahel, dépassé, inaccompli d'hier. Alors moi je pense que reprendre, comme a dit le ministre Traoré, l'idée panafricaine avec pragmatisme, c'est une bonne nouvelle, même pour l'Europe. C'est dépasser l'inaccompli d'hier. Si l'Afrique se prend en main, décide de s'unir, de faire une confédération, comme vous avez dit, en visant la fédération, pas à pas. Nous, les Européens, nous savons combien c'est difficile de faire une union. C'est très difficile. Hein? Et c'est une bonne nouvelle. Et quel est le véritable défi de l'Afrique aujourd'hui? Produire, transformer. Nous devons renoncer à quelque chose sur les biens, sur les matières premières agricoles, énergétiques et minéraires, et faire de manière que l'Afrique produise, qu'elle s'industrialise. Destination Wangari. Au milieu des années 1990, une confédération est créée en Afrique. Elle regroupe une majorité d'anciens pays africains qui, à ce moment, ne font plus qu'un. Un est désormais apte à devenir une puissance mondiale dans tous les domaines. Nous découvrons la vie des citoyens de cet État, notamment à travers 2 petites filles promises à un brillant avenir. À Dakar, Fatoumata Diarra Kanté, c'est une Ubuntu. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit. Un citoyen de Ile-Oumoudia est appelé un Ubuntu. Et le pluriel de Ubuntu, c'est Abantu. Fatoumata est une Ubuntu. Elle et ses parents sont des Abantu. Son père, Lansana, avait la nationalité de l'ex-Guinée-Conakry et sa mère,
celle de l'ex-République du Mali. Ils eurent leur fille en 1992 et déménagèrent pour s'établir à Dakar quelques mois avant la proclamation de la Confédération. Sachez que Dakar et Conakry, dans notre histoire, sont désormais dans le même État et la même fédération que les villes de Abidjan, Abuja ou Yaoundé, pourtant dans des États différents. Bamako est dans un État différent de celui de Dakar et Conakry et aussi dans une fédération différente, mais c'est le même pays. À Brazzaville, Penda Mpemba, c'est une Ubuntu dans un État comptant les villes de Kinshasa, Luanda et Libreville, dans une fédération comptant également les villes de Windhoek et Johannesburg. Elle est née en 1991, donc plus âgée que Fatoumata, d'une mère de l'ex-Congo-Brazzaville et d'un père de l'ex-Zaïre. Et au même moment où nos deux héroïnes à Bantou ont décidé de s'intéresser pour la première fois aux sciences, l'ingénieur en aéronautique Wally Komlan, un Ubuntu venant de l'ex-République du Bénin ayant fait ses études en Union soviétique, s'apprête à faire le test de moteur fusée. Tels sont les personnages principaux que vous découvrirez dans le premier chapitre de cette bande dessinée Destination Wangari.